Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire Cash Academy. Bonjour. Alors, je vois tout à petit les gens qui se connectent, c'est top. Alors aujourd'hui, à la différence de d'habitude, ça sera un webinaire dédié à la Cash Academy et non pas à JCap et les problématiques de trésorerie qu'on a pu avoir jusque-là sur le format habituel. Alors, je laisse une petite minute pour les retardataires, le temps qu'ils arrivent. Hop. Tac. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer doucement où je vais vous expliquer un petit peu les bases de ce webinaire, le pourquoi du comment, qu'est-ce que c'est la Cash Academy. Et ensuite, on va assez rapidement rentrer dans les questions avec nos deux experts aujourd'hui. Alors, pour ce qui est des informations par rapport au webinaire, si vous avez l'habitude, vous connaissez. Si vous êtes nouveau sur les webinaires à JCap, en fait, donc évidemment, le webinaire est enregistré. On va vous envoyer le mail par replay dans la foulée cet après-midi. Le replay par mail, excusez-moi. Donc, pour ce qui va être de la participation au webinaire, il y a ce que vous pouvez voir sur le côté, il y a une colonne chat et une colonne questions. La colonne chat, on va la privilégier pour réagir à ce qui se dit. Et si vous avez des questions, je vous invite à les mettre directement dans la colonne questions. Comme ça, en fait, on peut les compiler et les traiter au fur et à mesure. Et en plus, vous pouvez voter pour les questions qui ont le plus de sens pour tout le monde. Voilà, ça sera la meilleure manière pour qu'on puisse traiter toutes les questions dans l'ordre. Alors, la Cash Academy, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez probablement pour la majorité participé à la Cash Academy. Et si jamais vous êtes arrivé par un autre biais, c'est très simple. La Cash Academy, en fait, c'est une formation gratuite en gestion de trésorerie. On a créé 10 modules sur des thématiques propres et spécifiques à la gestion de trésorerie. On va des bases jusqu'au perfectionnement. Donc, elles sont construites avec des vidéos, du texte, des fiches pratiques, des articles de blog, des témoignages, etc., pour qu'à chaque thématique précise, en fait, vous ayez un maximum d'éléments pour comprendre, évidemment, si vous êtes novice dans la gestion de trésorerie et ou pour comparer avec ce que vous faites potentiellement déjà dans votre entreprise. Et bien entendu, cette formation a été co-écrite et rédigée avec des experts comme Camille et Émeric aujourd'hui pour vous apporter un maximum de matière et la plus fiable possible. Les intervenants du jour, très rapidement, donc moi je suis Frédéric Bernard, je suis brand manager chez Agicap, c'est moi qui anime les webinaires de la marque. Émeric, Camille, je vous laisse vous présenter chacun votre tour, peut-être un petit peu plus en détail, nous dire ce que vous faites et votre rapport à la gestion de trésorerie. Vas-y Camille. Bonjour tout le monde, enchantée. Donc moi je suis Camille, je suis DAF chez Germinal. J'ai bientôt 13 ans d'expérience dans la finance. Donc j'ai d'abord bossé cabinet d'audit et puis ensuite j'ai rejoint plusieurs entreprises, d'abord une PME et puis plusieurs startups. Et donc aujourd'hui je suis chez Germinal depuis novembre. La gestion de trésorerie, c'est un peu mon quotidien du coup depuis que j'ai rejoint les entreprises, donc depuis 7 ans, puisque que ce soit dans des startups ou des PME, le pilotage d'une boîte par la trésorerie est à mon sens essentiel. Voilà, donc c'est pour ça que je suis là pour essayer d'apporter ma modeste contribution pour vous éclairer sur ce sujet. Merci Camille. Donc Émeric, moi je suis le DAF d'Agicap depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Je suis DAF part-time, je suis également DAF dans d'autres sociétés de la région Rhône-Alpes, sociétés tech dans le médical et dans l'industrie. Donc le cash est un sujet primordial, quel que soit le secteur d'activité, avec des problématiques assez différentes selon ces secteurs d'activité. Donc très heureux de participer à ce webinaire aujourd'hui, de répondre aux questions. Top, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être là et de prendre un petit peu le temps aussi de creuser un petit peu cette gestion de trésorerie et comme vous l'avez fait pour la Cash Academy, nous apporter votre savoir. Alors, derrière la Cash Academy, il y a Agicap. Agicap, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on est un logiciel de gestion de trésorerie en ligne. On va vous aider à piloter votre entreprise par la trésorerie, en fait. Revoir votre manière de fonctionner en automatisant tout ça. L'idée, ça va être de gagner du temps, de l'efficacité sur votre gestion de trésorerie. Nous, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va venir prendre en fait toutes vos informations bancaires, on va les amener dans des dashboards dynamiques où vous allez pouvoir consulter en temps réel votre solde et votre trésorerie disponible. Vous allez, avec cette data ultra fiable, pouvoir créer des prévisionnels, créer des scénarios
et surtout pouvoir enfin connaître votre trésorerie. Vous allez pouvoir intégrer des factures, vous allez pouvoir exporter les données avec vos collaborateurs et vraiment travailler avec une vision cash comme on préconise à beaucoup de monde. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur Agicap, allez visiter notre site agicap.com. Alors, Camille va nous parler un petit peu de Germinal aussi, qui, dans la même optique, fait de la formation. Oui, alors nous, du coup, Germinal, on a lancé l'Antichambre l'été dernier, qui est une plateforme de savoir en ligne dédiée aux entrepreneurs. En fait, on fait de l'adaptive learning, c'est-à-dire qu'on a des programmes de formation en ligne pour accompagner les entrepreneurs étape par étape vers la multiplication de votre chiffre d'affaires. On a plein de types de contenus, que ce soit sur la création de votre produit ou de votre service, le growth hacking, c'est-à-dire comment aller chercher de la croissance en ligne, mais aussi la publicité en ligne, le copywriting ou les aspects administratifs, financiers et RH d'un entrepreneur. On a aussi une communauté qui échange, qui entraide et qui grandit en continu sur Slack. Et sachez que vous pouvez avoir accès à l'Antichambre par le biais de votre CPF, votre compte formation personnelle, ou par le biais des OPCO dans une entreprise. Aujourd'hui, on a une offre partenaire pour vous. Vous pouvez bénéficier d'une séance de coaching gratuite de 20 minutes avec Siam Lo, qui est notre partnership manager, qui est elle-même entrepreneur, et pour qu'elle vous aide à trouver vos premiers clients, à vendre et à développer votre communauté. Vous pouvez lui écrire de ma part ou réserver un créneau sur son calendrier que je vous remets dans le chat. Voilà. Super, mais merci beaucoup Camille. En tout cas, on recommande de notre côté, évidemment, forcément, cette formation qui est aussi d'une très bonne qualité. Alors, l'idée derrière cette session questions-réponses qu'on a organisée, c'est que pour la plupart, vous avez déjà vu et vous avez déjà appris pas mal de choses à travers la Cash Academy, à travers les différents modules. Et l'idée, en fait, ça serait de comparer un petit peu ce que vous avez pu apprendre et peut-être que vous avez eu des difficultés à le mettre en place, vous avez des questions qui restent ou des choses que vous avez besoin d'éclaircir à ce sujet. Et l'idée, c'est vraiment de repasser un petit peu toutes les questions que vous pouvez avoir en tête pour débloquer votre situation actuelle. On est avec deux experts aujourd'hui, donc Camille et Aymeric, qui ont vraiment les compétences techniques et l'expérience en finance et notamment en gestion de trésorerie pour pouvoir vous aider et vous donner des conseils avisés. Et bien entendu, c'est une session dédiée à ça, aux questions. Donc, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il n'y ait pas de mauvaises questions. On est là pour vous éclairer, pour vous aider. Il n'y a pas de question qui n'a pas lieu d'être avant que ce ne soit pas en rapport avec la gestion de trésorerie. Voilà. Alors, une fois de plus, je vous invite à les mettre dans la colonne questions. Le principe de ce webinaire, c'est qu'il soit le plus interactif possible. Donc, profitez-en. Ils ont bloqué un créneau, Camille et Aymeric, pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur votre fichier Excel, sur vos outils, sur votre manière de piloter la trésorerie. Ils sont là pour y répondre et avec plaisir. En tout cas, je parle un peu pour eux, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Alors, on a déjà une petite question de Jean-Jacques. Est-ce que si on parle uniquement de trésorerie en euros ou de trésorerie en devises? Alors, je ne sais pas, Aymeric, s'il y a un cadre à fixer là-dessus bien spécifique ou pas, ce que tu en penses? Non, enfin, on peut aussi parler de gestion de trésorerie où on a une société mère, par exemple, en euros et des filiales qui peuvent être en dollars. Donc, on peut évidemment en parler également sur les pratiques justement de gestion de trésorerie là-dessus. S'il y avait une question un peu plus précise sur le suivi de la trésorerie pour les multidevises, n'hésitez pas. Ça marche, super. Hyper clair. On va commencer avec les questions les plus simples. Déjà, j'ai une ou deux questions pour vous, déjà, Aymeric et Camille. Si je me mets à la place d'un chef d'entreprise, typiquement, qui n'a pas de méthode spécifique, en tout cas rien d'établi pour sa gestion de trésorerie, par quoi est-ce qu'on commence? Quel est le b.a.-ba ou par quel bout prendre un petit peu cette gestion de trésorerie? Oui, bien sûr. Je vais pas reprendre tout ce qui a été dit dans la Cash Academy sur les différents modules, mais je vais reprendre quelques points essentiels.
La base de départ, évidemment, c'est de collecter les données, donc avoir un point de départ, donc le cash en début de mois systématiquement, et également d'avoir un petit historique de quelques mois. Ça permet surtout d'aller voir un petit peu l'historique, notamment des factures récurrentes qui tombent tous les mois, tous les trimestres, pour faciliter derrière le prévisionnel de gestion de trésorerie. Ensuite, définir également, c'est vraiment la base, le niveau de pilotage qu'on souhaite. Typiquement, est-ce qu'on a besoin de piloter ça de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle? Il y a des indicateurs qu'on va suivre de façon peut-être mensuelle, au niveau de cash, de façon peut-être hebdomadaire, ça va être les encaissements clients. Donc voilà, ça, définir dès le départ. Définir également ensuite les catégories justement d'encaissement, décaissement. Donc on a toujours les principaux flux de trésorerie avec le cash flow des opérations, donc clients, fournisseurs, masse salariale, impôts, taxes, voilà. Le cash flow des investissements, donc des gros montants qu'il va falloir du coup être piloté. Donc là, on peut avoir des acomptes, des paiements plusieurs fois. Voilà. Sur la partie opération, si je reviens un tout petit peu avant, là, il faudra avoir un petit peu de prudence, notamment sur les délais clients. Il faudra simuler l'impact TVA. Il faudra anticiper un certain nombre de choses. Anticiper également, je ne sais pas, par exemple, des paiements d'acompte d'IS. Parfois, on oublie. J'ai une petite expérience il y a 5-6 ans dans une société où la boîte était passée de 1 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et quand je suis arrivé dans la boîte, en fait, ils avaient juste oublié en fait d'anticiper l'IS d'1 million d'euros à payer, donc c'est un peu dommage. Donc même dans des sociétés en croissance, il y a vraiment des choses à anticiper. On est parfois très pris dans l'opérationnel, mais voilà. On a parlé opération, investissement et financement, bien évidemment, on liste tous les amortissements. Alors, un peu de complexité en ce moment parce que tous les amortissements étaient bouleversés par le Covid l'année dernière. Donc, c'est pas facile. Il faut reprendre tous les tableaux d'amortissement. Ils ont été décalés de 6 mois. Le PGE, c'est 1 an ou 2 ans de différé. Donc, c'est un petit peu aussi l'occasion de refaire un point sur tous ces amortissements de prêt. Voilà. De quelques bonnes pratiques également pour construire son prévisionnel. Toujours essayer d'être prudent. Alors, pas forcément conservateur, voilà, mais à minima prudent. Voilà. Mettre à jour régulièrement et comprendre les écarts entre le réel et le budget. Donc, de façon mensuelle, la plupart du temps, ça va. Et construire plusieurs scénarios. Ça ne sert à rien d'en construire 5 ou 10 de scénarios, mais à minima un scénario médian, qui est le budget de la société auquel on croit, et un scénario toujours stress. On peut dire, par exemple, on fait 50% des chiffres de vente, voilà, et on voit ce que ça donne en termes de cash. Voilà. Voilà pour les principales approches de par où on commence. Voilà. Très clair. Non, mais en tout cas, ça donne une big picture un petit peu des différentes choses à prendre en compte. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on a tendance à oublier, à ne pas anticiper. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos retours d'expérience. J'imagine que de votre côté aussi, vous avez peut-être fait face à des petites erreurs que vous avez faites, que vous ne referez probablement plus, mais que vous pouvez partager et qui peuvent aider peut-être d'autres personnes ici à ne pas bêtement tomber dans ce piège-là si ça vous est déjà arrivé. Je demande ça, je parle à Laura, à Jocelyne, à Marie, Meryl, par exemple. Si vous avez des petits retours d'expérience, n'hésitez pas à nous les partager pour qu'on puisse justement débattre dessus et si ça peut aider d'autres personnes. Alors, on parlait là, du Covid tout à l'heure. Ça a été un chamboule-tout pour tout le monde. Il y a beaucoup de plans qui ont été revus, pas mal de choses qui ont été finalement un peu rechallengés et qui ont dû être recalculés potentiellement. Camille, peut-être toi, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur comment de ton côté tu gérerais une difficulté de trésorerie? Qu'est-ce que tu mets en place quand les choses se corsent un petit peu? Oui, alors, difficulté de trésorerie passagère, en tant qu'entrepreneur et même en tant qu'entreprise, vous y serez forcément confronté à un moment donné. C'est un peu le passage obligatoire. Alors déjà, ce que je recommande, c'est que il faut anticiper ces potentiels futurs problèmes de trésorerie et ne pas attendre qu'ils arrivent pour avoir pris les devants. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est plutôt quand la santé financière de votre boîte, de votre activité est plutôt bonne, que c'est à ce moment-là qu'il faut aller voir ses banquiers, ses partenaires financiers, pour négocier des lignes de crédit en amont que vous pourrez actionner le jour où vous aurez une problématique de trésorerie passagère. Par exemple, des lignes de crédit, des lignes de crédit court terme, il en existe beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de panoplie qui a été décrite dans la Cash Academy d'ailleurs. Ça peut être du découvert, une autorisation de découvert. Ça peut être une facilité de caisse.
Ça peut être du DAI, c'est-à-dire la possibilité de céder des factures à votre banquier qui vous les règle dès que vous émettez la facture. Donc, vous affranchissez du délai de règlement de vos clients sur les factures. Ça peut être aussi des billets de trésorerie. Alors, tous ces financements court terme, évidemment, ont un coût. C'est pourquoi je recommande d'essayer d'abord de mettre en place un vrai pilotage par le BFR de votre entreprise. On pourra en parler un peu après. Mais voilà, c'est des facilités qui vous seront consenties plus facilement par votre banquier au moment où tout va bien qu'au moment où vous vous retrouvez face à ces difficultés, où là, votre banquier il aura beaucoup plus de mal à vous les accorder. Et puis surtout, potentiellement, le temps qu'il vous les accorde, vous avez le temps d'être en difficulté sérieuse. Donc voilà ce que je recommande. Et puis vous pouvez aussi, quand vous avez une difficulté de trésorerie, vous pouvez actionner certains. Ça c'est sur la partie encaissement, mais sur la partie décaissement, vous pouvez aussi négocier avec vos fournisseurs des délais de règlement allongés ou des paiements en plusieurs fois, si vous avez des fournisseurs qui ont la possibilité de vous les octroyer, ou vous pouvez aussi décaler le paiement des cotisations patronales auprès du URSSAF. Alors ça, évidemment, c'est à utiliser en dernier recours, mais surtout lors de la crise Covid, c'est une possibilité qui a été plus largement ouverte. Voilà, c'est principalement ces recommandations-là, anticiper et négocier avec votre banquier dès maintenant. Ok, super, merci beaucoup Camille, très intéressant, ça me soulève une autre question. Alors j'ai l'impression que pour le moment, il n'y a que moi qui ai des questions. Je trouve ça un peu surprenant, tout le monde s'inscrit à une session questions-réponses, mais n'a pas de questions visiblement. Vraiment, n'hésitez pas à les poser, c'est le moment. Dans 30 minutes, Camille et Aymeric ne sont plus là. Donc voilà, je vois que personne pose de questions, ne soyez pas timide, c'est juste un petit chat, une petite question. Profitez-en. Honnêtement, on a 2 personnes extrêmement qualifiées ici. Ça serait dommage de ne pas saisir l'occasion de poser et peut-être débloquer quelque chose chez vous, ou que ce soit technique, hein, ça peut être un détail, ça peut être un petit point bloquant ou un retour d'expérience, peu importe. Vous pouvez le partager, on est là pour ça et c'est le pourquoi de ce webinaire. Donc profitez-en, il n'y a pas que moi qui devrais poser des questions. En attendant, je vais poser une question. J'ai une petite question, du coup, tu en parlais, Camille, mais à ce sujet, les échanges avec la banque, c'est quelque chose d'hyper important. Je pense que vous y êtes tous, ou une majorité passée avec le PGE. Comment on peut mettre toutes ses chances quand on va demander un financement à son banquier? Il y a pas mal de choses à prendre en compte, j'imagine. Aymeric, ouais, tu peux bien nous sûr. éclairer? Oui, carrément. Donc, Camille a parlé tout à l'heure justement de communiquer, d'anticiper justement la communication avec les banques, anticiper et même communiquer au fil de l'eau. Communiquer avec son banquier, c'est pas forcément lui envoyer justement la plaquette des comptes annuels quand ils nous le demandent pour eux, leur conformité. Je conseille souvent en fait justement de faire rendez-vous au moins tous les 6 mois pour présenter un peu l'activité, pour présenter justement aussi les bonnes et les mauvaises nouvelles et pas arriver en effet au pied du mur à chaque fois qu'on demande un besoin de financement. Voilà. Comment est-ce qu'on prépare son dossier? Évidemment, dans la rigueur, il faut surtout définir en fait son besoin, donc avoir fait son prévisionnel, avoir analysé l'historique, et dans le besoin en fait expliquer qu'est-ce qui doit être financé, parce qu'en fonction de ce qui devrait être financé, on aura du coup des financements, ça peut être du crédit bail pour un investissement, justement des financements court terme plus pour du BFR, un crédit campagne pour une activité plus saisonnière. Donc tout doit être adapté et arriver déjà en fait avec ça qui est préparé pour le banquier. Donc, bien calibrer le besoin également dans le montant, dans la durée, et en fonction justement de la durée en fait du besoin de financement, faire un prévisionnel de cette même durée. Donc, si c'est un financement de 6 mois, un prévisionnel de 6 mois, 1 an suffira. Si c'est sur 2 ans, il faudra aller un peu plus loin. Voilà. Les données à communiquer, en backup, toujours avoir le scénario stress, donc un peu catastrophe. Donc, pas forcément le communiquer en premier lieu, mais en tout cas l'avoir prêt si jamais on pose la question. Voilà. Ça, c'est un peu important également. Quelques bonnes pratiques également. Il faut toujours avoir en tête que justement, c'est le chargé d'affaires, justement le banquier qui va derrière ensuite aller soumettre votre dossier à son comité de crédit, comité des engagements, peu importe le vocabulaire.
Donc, en fait, plus vous allez lui donner des éléments justement pour préparer et faciliter et que ce soit plus rapide, en gros, que son dossier soit déjà pré-rempli, que ce que vous allez envoyer, ça le facilitera la tâche et il ira beaucoup plus vite. Voilà, il sera plus à l'aise pour présenter les éléments. Voilà, ça c'est un premier point pour comprendre comment un banquier fonctionne et également aussi parfois montrer que si on demande un financement, c'est pas juste pour faire travailler que les banques, c'est-à-dire montrer que nous, en interne de notre société, on a déjà fait les efforts, on a réduit justement les délais de créance client, on a négocié avec les fournisseurs, même parfois, justement, les dirigeants, les actionnaires aussi peuvent être sollicités pour remettre un peu au pot. On le voit sur les PGE, notamment sur les deuxièmes tranches de PGE, ceux qui avaient la possibilité de faire une deuxième tranche en 2021. Certaines banques, parfois, vont dire, OK, nous, on met tant de PGE, mais de l'autre côté, vous, les actionnaires, vous remettez les dirigeants, vous remettez au pot, alors pas forcément en action, mais un compte courant bloqué, une obligation, ce genre de choses. Montrer que voilà, ce n'est pas forcément les seuls qui vont faire des efforts. Voilà. Mais ça, c'est dans les cas où il y a déjà un endettement certain, ce qui est le cas de pas mal de sociétés depuis l'année dernière, et que les fonds propres ne permettent pas forcément d'aller trop loin dans le ratio d'endettement. Voilà quelques pratiques pour aller discuter avec nos amis banquiers. Top, merci beaucoup. Est-ce que c'est peut-être le cas de certains d'entre vous? Je vois qu'il n'y a pas de questions qui soulèvent à ce sujet-là. Moi, j'ai une question pour vous qui nous écoutez. Est-ce que, de mémoire, comme ça, vous avez soit fait des erreurs en allant en rendez-vous avec votre banquier, des petites choses qui vous ont plutôt porté préjudice ou qu'on vous a soit reproché, soit vous sentez qu'ils ont joué dans la balance, ou est-ce qu'à l'inverse, vous avez finalement préparé certaines choses qui vous ont servi, vous ont aidé soit à décrocher des financements, soit à renégocier potentiellement certaines choses dans vos crédits en cours, etc. etc. Donc, du coup, je m'adresse à vous qui nous écoutez aujourd'hui. Si vous pouvez nous partager ça de votre côté, dans le chat, évidemment. Vous avez potentiellement fait soit des erreurs, soit des moves assez smart qui vous ont permis de décrocher un crédit. Voilà, je ne sais pas si c'est le cas de certains d'entre vous. Je m'adresse notamment, je sens qui est là, Guillaume, Jean-Jacques peut-être, Héloïse, Charles, Lucas. Si quelqu'un d'entre vous, je vois que donc, vous avez probablement fait face à ces échanges avec les banquiers. Si jamais il y a quelqu'un qui a déjà eu, qui a une expérience à partager, en tout cas, ça pourrait être intéressant aussi parce que les rendez-vous avec le banquier, tout le monde y passe. C'est une échéance assez importante. On joue beaucoup aussi quand on négocie ses crédits, quand on négocie les sommes des crédits. Donc, comme le disait Aymeric, il y a beaucoup de choses à préparer pour en tout cas mettre toutes les chances de son côté. Il n'y a rien de garanti quand on part chez le banquier, mais en tout cas, on peut tout faire pour que ça se passe bien dans les meilleures conditions possibles. Donc, si vous pouvez nous partager un petit retour d'expérience, ça serait top. Internet. Ça ronge. Tu veux pas trop. Je vais essayer de me connecter, moi. Non, ça va revenir. Camille. Oui, alors il semble y avoir quelques petits problèmes de connexion du côté de Frédéric et Aymeric. En attendant, je voulais juste faire un petit point avec vous sur la gestion de la trésorerie au quotidien. Comment faire en sorte d'optimiser sa trésorerie au quotidien. Déjà, la trésorerie, c'est deux choses, c'est les encaissements et c'est les décaissements. Donc, il faut jouer sur les deux leviers pour pouvoir l'optimiser. Le premier levier, c'est les encaissements. Il faut garder en tête que vous devez facturer vos clients le plus rapidement possible et demander des délais de paiement le plus rapide possible aussi. Nous, chez Germinal, c'est un paiement immédiat à réception de facture. Et notamment, si vous avez des activités où vous avez des missions sur du long terme, facturer des acomptes, facturer en cours de mission. N'attendez pas la fin de la mission. Si vous avez des missions de 2-3 mois, n'attendez pas 2-3 mois pour facturer, plus 30 à 60 jours pour vous faire payer, parce que là, pour la trésorerie, c'est potentiellement une catastrophe. Et surtout, c'est important que vos équipes commerciales en discutent avec les clients en amont, parce qu'un client informé à qui on explique quel va être le process de facturation et quels vont être les délais de paiement, c'est un client qui connaît les règles du jeu dès le départ et qui va être de bien meilleure volonté pour les appliquer.
Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, sur la partie décaissement, c'est pareil, en fait, c'est des négociations avec vos fournisseurs. La LME impose un délai de règlement maximum de 60 jours. L'idéal, c'est 30 jours. Adapté aussi à votre fournisseur. Nous, chez Germinal, on travaille beaucoup avec des freelances. Je les paye immédiatement parce qu'ils ont des besoins d'argent. J'attends pas 30 jours. Mais si vous travaillez avec un grand groupe, mettez en place des délais de règlement. Voilà, c'était mon petit tuyau. Je vois qu'Héloïse nous a marqué quelque chose, donc je laisse Émeric et Frédéric reprendre la main. Ouais, merci beaucoup Camille. Vas-y Émeric, je te laisse rebondir. Non, mais merci Héloïse. Enfin, en effet, moi aussi j'étais un peu banquier aussi avant, et c'est pour ça aussi que je pousse ces sujets. Justement, expliquer, tu as tout à fait raison, expliquer justement aux entreprises que le banquier est un partenaire, qu'il faut le faire venir, lui faire visiter les locaux, montrer les équipes, pas forcément parler que des sujets financiers pour qu'ils comprennent un petit peu justement l'ensemble du coup des challenges un peu de la société. Le banquier va prendre des risques parfois sur plusieurs années, donc il a besoin de ces notamment sur du financement d'immatériel, voilà. Donc il va avoir besoin un petit peu de cette big picture, voilà. Top. Question aussi de Lucas, donc on revient là sur tout. Pour la construction du prévisionnel, est-ce que vous basez sur une approche free cash flow ou sur la variation du BFR en simulant créances, dettes et inventaire? Et pourquoi prendre l'une ou l'autre de ces méthodes? Alors, Camille, Émeric. Camille, comme tu veux, vas-y. Alors, c'est une bonne question. Alors moi, il faut distinguer deux choses en fait. Il faut distinguer la partie prévisionnelle, qui potentiellement est en fait un prévisionnel plus large, qui inclut un prévisionnel de comptabilité, de rentabilité, où là on a ce qu'on appelle effectivement un prévisionnel de trésorerie qui se base davantage sur les free cash flow, qui calcule une CAF, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent dans le cadre des documents prospectifs et de l'exercice budgétaire. Par contre, pour le suivi de la trésorerie, c'est un tout autre document et c'est effectivement une autre façon de faire. Par la variation du BFR, en fait, en simulant effectivement quels vont être vos encaissements, vos décaissements sur plusieurs mois glissants. Alors, à vous de déterminer la périodicité du suivi de trésorerie. Il faut au moins que ça couvre les 3 prochains mois, à mon sens, voire plutôt 6 mois à 1 an dans l'idéal. Et effectivement, il faut simuler quels vont être vos encaissements et vos décaissements mensuels. Alors moi, ce que je fais chez Germinal, c'est que je fais toujours le scénario crash test, c'est-à-dire je ne prends dans mes encaissements que les encaissements certains. Par exemple, on a nos clients qui payent par Stripe, par carte bancaire. Là, c'est de l'encaissement certain quand Stripe me donne les montants qu'il va me virer. Mais pour le reste, je mets à zéro. Et du coup, par contre, je mets tous les décaissements que je devrais avoir. Et ça me permet de voir combien de temps on tient avec la trésorerie actuelle, si on n'avait plus aucune entrée, autre que les entrées certaines, pour faire face à nos décaissements et puis pour pouvoir poursuivre notre activité. Et ensuite, du coup, je calcule en fonction des décaissements moyens mensuels, je regarde combien de temps de trésorerie on a devant nous. En fait, si j'ai 300 000 de trésorerie et que je décaisse tous les mois 300 000, ça veut dire que j'ai un mois de trésorerie en réserve. Voilà. Je te laisse, Émeric, donner ton point de vue. Non, enfin, un petit peu comme toi, juste pour compléter, moi j'utilise un petit peu aussi les deux méthodes en fonction du secteur d'activité et des besoins que je peux avoir justement, et surtout du niveau de trésor qu'on peut avoir, mais sinon à peu près les mêmes méthodes. On peut faire soit directement justement un cash prévisionnel, soit à partir du PNL et mettre ses hypothèses de variation de BFR derrière pour arriver justement au cash. Donc en effet, c'est plus la périodicité du prévisionnel qui fera qu'on fera le choix de l'un ou de l'autre. Voilà. Ok, super. J'espère que Lucas a répondu à votre question. En attendant, Charles nous confirme que lui aussi, en tant qu'ancien banquier, c'est vraiment, il y a quelque chose d'hyper important avec votre relation avec votre conseiller et notamment avoir des ratios d'endettement viables à long terme. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez négocier et discuter avec votre banquier. Mais ce qu'on a sur les banquiers, on a parfois aussi justement quand les sociétés qui ont des investisseurs au capital, c'est la même façon de fonctionner. Enfin, faut toujours anticiper, justement, communiquer. Alors, avec un investisseur, on va communiquer de façon plus récurrente. Avec un banquier, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Enfin, après, eux ne peuvent pas avoir non plus leur dossier tous les mois. Ils ont un certain nombre de dossiers, mais
faut bien calibrer et communiquer le plus possible. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres DAF, mais moi, la communication financière prend en fait, je trouve, de plus en plus de temps dans notre métier. Et tant mieux, ça veut dire qu'on passe moins de temps à récupérer et traiter les données. Voilà. Oui, et surtout, comme tu disais, Émeric, il faut parler de tout avec son banquier, les bons côtés comme les mauvais, parce que de toute façon, à un moment donné, si on vend trop du rêve à son banquier, quand on aura à nouveau besoin de lui plus tard et que le rêve s'est paralysé, bah, ce sera un peu la douche froide. Donc, il faut vraiment être tout à fait transparent avec son banquier et ne pas juste vouloir vendre du rêve parce que ça pourra peut-être marcher la première fois, mais déjà, c'est pas sûr, mais surtout, ça marchera pas la deuxième. C'est la même chose pour la crise Covid. Hein. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les boîtes ne vont pas forcément vendre du rêve avec l'impact Covid, mais à minima, au moins expliquer de façon très précise quel a été l'impact justement Covid dans notre société pour bien justifier le PGE. Il y a un certain nombre de boîtes qui ont sollicité des PGE plus de confort, on va dire, et du coup, quand ils leur ont été refusés parce qu'ils n'ont pas bien expliqué concrètement, voilà quel était aujourd'hui, en fait, quel était l'impact Covid sur mon activité de développement commercial, sur même mes recrutements, enfin, sur mes implantations de nouvelles usines. Donc, même sur ces sujets-là, il faut être totalement transparent, au niveau de transparence jusqu'où peut aller, mais voilà. En effet, c'est une relation à long terme qu'on construit, si je comprends bien. Ok, d'autres questions, peut-être, je vois, donc là, on a vraiment traité en profondeur le sujet des échanges avec la banque et votre banquier, potentiellement. Du coup, je vois que Jocelyne me prépare une question. En attendant, moi, j'ai une autre question. On parlait du coup de BFR. En tout cas, on a rapidement parlé de cette notion-là. Toi, Camille, est-ce que tu avais peut-être encore d'autres tips pour, on va dire, optimiser ton BFR et gérer tous les problèmes récurrents? Oui, alors c'est ce que j'expliquais quand vous avez eu des petits soucis d'internet en fait, comment optimiser ces encaissements et ces décaissements au quotidien. Alors je sais pas si j'ai été assez claire, s'il y a d'autres questions du coup à ce sujet. Ok, pas de souci. C'est vrai qu'on est arrivé sur la fin avec quelques, en tout cas, par exemple, les délais de paiement, etc. Ce qu'on prône nous aussi au côté GCAP, énormément en ce moment, tirer un petit peu, enfin, en tout cas, sur la corde d'un côté, et puis rester le plus transparent. Et finalement, le cash qui est sur le cash ne compte que quand il est sur votre compte bancaire. Alors, question de Jocelyne. Avez-vous d'ores et déjà accompagné un client dans sa demande de prolongation de ses PGE? Et si oui, quels ont été les sujets clés? Alors, prolongation. Alors, est-ce que c'est prolongation, c'est-à-dire demander un différé de remboursement supplémentaire, les 1 an supplémentaire, ou obtenir une nouvelle enveloppe de PGE? Parce que si c'est la première question, demander de différer encore 1 an son remboursement de PGE, alors ça, c'est pas problématique du tout, parce que ça se fait, ils le font très naturellement, puisque c'est offert c'est la possibilité offerte par l'État, donc les banquiers n'ont pas de souci là-dessus. Si c'est demander une enveloppe supplémentaire en 2021, effectivement, j'ai eu cette problématique et je suis en plein dedans. Et là, ils regardent beaucoup plus effectivement les ratios d'endettement. Ils se contentent pas de regarder simplement les obligations de ratio officielles du PGE, c'est-à-dire soit 25% du chiffre d'affaires 2019, soit 2 fois le montant de la masse salariale 2019 si vous êtes une société innovante. Ils vont aussi regarder quel est le niveau de vos dettes par rapport à vos capitaux propres, puisqu'ils sont quand même beaucoup plus regardants en 2021. Mais je vois, Jocelyne, que vous avez précisé que c'était la première. Moi, ma banque, je lui ai juste rempli une feuille où j'ai dit que je voulais différer d'1 an supplémentaire et c'est tout. J'ai pas eu de questions supplémentaires ou j'ai pas eu besoin d'apporter de précisions supplémentaires à cette demande. Pour compléter ce que dit Camille, idem, hein, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs PGE, alors pas chez GCAP, dans d'autres sociétés. Justement, c'est juste un choix, en effet. Alors, juste un petit complément là-dessus. Parfois, justement, les banques vont essayer de placer du coup une assurance, une sorte d'assurance emprunteur sur des PGE. Donc, c'est peut-être le seul truc où certaines banques peuvent être un peu justement demandeuses d'assurance en fonction des structures de la structure justement de gouvernance de la société, enfin de pas mal de facteurs.
Donc, c'est pas non plus obligatoire, mais ils peuvent le pousser par certains moments. Voilà. Donc, c'est là où les banques ont un petit peu de marge de manœuvre. Voilà. Pour répondre à la première question de Jocelyne. En tout cas, Jocelyne, j'espère que ça vous a guidé dans la démarche. Alors, on a une question de Laura. Connaissez-vous les principaux ratios et les modalités de calcul utilisées par les banquiers? Donc, en effet, on n'a pas traité ça dans le détail. Qui commence? Les banques, chaque banque en fait a sa propre grille justement de lecture des risques. C'est un outil de rating également. Ils vont regarder un certain nombre de ratios, mais il y a des impondérables, dont un qui est très important, qui est le ratio justement d'endettement sur fonds propres, voilà, qui regarde beaucoup en ce moment, surtout impact Covid, beaucoup de prêts et les fonds propres qui n'ont pas forcément suivi derrière. Donc ça, c'est un ratio principal. Après, évidemment, ils vont regarder les ratios de marge classique. Hein. Enfin, quand il y a eu des événements exceptionnels comme le Covid, ce genre de choses, si dans votre comptabilité, vous avez fait passer un certain nombre de charges en exceptionnel, c'est important pour un banquier de regarder principalement ce qu'il y a au-dessus de l'EBITDA. Donc, pour voir si les difficultés parfois de la société sont plus conjoncturelles que structurelles. Voilà. Oui, ils vont regarder ça, ils vont voilà, aussi... Pardon, excuse-moi. Oui, voilà, après, ils vont regarder des ratios vas-y, Camille. De EBE, excédent brut d'exploitation, qui est l'équivalent de l'EBITDA, rapporté sur les capitaux propres aussi, ou rapporté sur le chiffre d'affaires. Voilà, mais effectivement, le critère principal pour obtenir des emprunts, que ce soit à court terme ou à moyen terme, c'est votre ratio d'endettement qui, normalement, vous pouvez pas avoir plus d'emprunts que de capitaux propres. C'est pourquoi souvent il est bien plus facile d'obtenir des emprunts quand on fait une levée de fonds, puisqu'en fait on augmente ses capitaux propres, ou alors quand on est déjà rentable, puisque un résultat positif vient augmenter vos capitaux propres. Or, on sait bien que c'est souvent quand on n'est pas rentable qu'on a besoin d'emprunts. Là est toute la problématique. Ça marche super. En tout cas, ça complète parfait. Avec plaisir, Laura, si ça vous éclaire. On a une question de Charles. Comment peut-on gérer son BFR lorsqu'on est dans des cycles de transformation longs, donc achat de matières premières à J, production, vente à J plus 90, 120, voire plus? Moi, j'ai une expérience là-dessus. Rapidement, pour Charles, une société qui produisait avec des fournisseurs en Chine, la société basée en France et qui vendait en France et aux US. Donc, en effet, elle a des fortes problématiques de BFR parce qu'en fonction des fournisseurs, justement, on devait payer une fois que la marchandise était sur le bateau, elle arrive 3 mois après. Enfin, bon, bref, donc les délais sont assez longs. Là-dessus, en fait, côté fournisseur, c'est de la pure négo. Donc, et plus on négocie, plus on a de volume, plus on peut mieux négocier. Voilà, donc pas grand-chose à ajouter là-dessus. C'est vrai qu'on a un petit acteur, c'est toujours très compliqué, sauf si on arrive à construire un très bon relationnel avec le fournisseur. Côté client, sur cette société, on avait mis en place directement un factor. Donc, les factors aussi, certains aussi peuvent financer justement des cycles un peu plus longs. Hein. Donc, tous ne le font pas, mais typiquement, aujourd'hui, j'ai une société, on est dans le médical, c'est les hôpitaux qui nous payent. C'est pas les meilleurs payeurs, hein. Donc, ils payent, mais c'est en moyenne à 90 jours et on peut trouver un facteur qui puisse prendre ça sur du 90 jours, un peu spécialisé là-dessus. Donc, ça, plus après, il y a d'autres leviers. Il y a du financement de stock. Alors, ça je l'ai jamais fait, mais il y a de plus en plus d'offres justement là-dessus, sur le financement de stock. Voilà. Camille? Oui, c'est ça. Si vous avez effectivement pas la possibilité de faire payer des acomptes à vos clients en amont, ce qui est l'idéal, mais c'est pas forcément possible. Oui, il faut peut-être se tourner vers des solutions de financement court terme des banques, comme le crédit de campagne, qui est un crédit qui est un billet de trésorerie qui peut aider quand il y a des difficultés de trésorerie à un moment donné dans l'année, en fait. Alors c'est assez, ça peut être assez onéreux, mais ça peut permettre de couvrir les décalages initiaux de 90 à 120 jours que vous avez, et ensuite une fois que c'est couvert,
il n'y a plus de problématique puisque les flux d'avant viennent couvrir ceux d'après. Enfin, voilà. Donc là-dessus, ouais, aller plutôt trouver des financements court terme ou effectivement négocier avec votre fournisseur des délais de paiement un peu allongés, notamment si ce sont des fournisseurs étrangers, il y a peut-être pas forcément la loi LME qui impose le paiement en 60 jours, donc potentiellement il peut y avoir plus de marge de négociation commerciale. Sur la négociation avec les fournisseurs, ce qui est vraiment important, en fait, c'est de faire un peu un screening de vos fournisseurs. C'est toujours intéressant de voir, voilà aujourd'hui votre post-fournisseur, combien vous devez avoir fournisseurs, quels sont les fournisseurs stratégiques, souvent c'est ceux qui sont dans la marge brute, voilà. Quels sont les fournisseurs qui le sont un peu moins, et ensuite essayer de négocier justement avec les fournisseurs qui sont peut-être un peu moins stratégiques des délais de paiement. Je dis surtout pas qu'il ne faut pas respecter les délais fournisseurs, hein. Parce que ça c'est un cercle très, très vicieux pour l'ensemble des PME françaises, des plus grosses boîtes. Et je dis juste, en tout cas, de segmenter en tout cas ces fournisseurs, voilà, sur un fichier Excel ou autre, et derrière justement de voir avec qui on peut essayer de négocier. Ouais. Voilà, donc ça fait pas mal de bonnes pratiques, Charles, à mettre en place, si jamais vous n'avez pas déjà tout essayé. Question de Jocelyne, entre-temps, quels sont les facteurs clés de succès d'une entrée d'un fonds au capital? Les principaux écueils? Alors, toujours pareil, je ne sais pas qui a envoyé la question en premier. Je peux. Émeric, je pense. Pas mal de fonds en capital et sociétés où je suis DAF, même pratiquement toutes. Donc, pour l'entrée d'un premier fonds, c'est une vraie étape pour la société. Alors, déjà rappeler que faire entrer un fonds en capital, c'est vraiment pas une fin en soi. Donc, il y a une maxime qui dit protect equity with your life. Donc, tout ce qu'on peut faire au départ, on le fait sans investisseur. Après, voilà, parfois, on doit se développer vite, on doit très vite même, on doit justement avoir des investissements. Enfin, on a besoin aussi, parfois aussi d'investisseurs parce qu'ils vont apporter pas que du cash, mais aussi justement de l'expérience et un réseau parce qu'ils ont accompagné d'autres structures du même type. Voilà, c'est un petit préambule. Les facteurs clés de succès d'une entrée en relation avec un fonds, en fait, c'est un peu comme les banquiers. Enfin, quand on va justement aller voir les fonds, faut juste considérer que c'est nos futurs associés. Donc, il faut être assez transparent avec eux sur un certain nombre de sujets. Alors, pas forcément au tout début de la relation, mais il faut rapidement en fait être aligné sur est-ce qu'ils ont la même stratégie d'accompagnement que nous ou pas. Est-ce qu'ils veulent sortir dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, enfin, en capital développement sur des plus gros montants, c'est souvent du 5 ans. Capital risque, ça peut être un peu plus. Donc, il faut déjà voir en fait si leur durée justement d'investissement est la même, si elle est les mêmes justement, si un petit peu les mêmes objectifs là-dessus. Il faut également aussi, quand on fait entrer un fonds en capital, bien vérifier aussi qu'il n'ait pas des participations qui sont dans le même trop proches de vous également, pour pas qu'il y ait de conflit justement d'intérêt là-dessus. Après, la question est un peu large, mais en effet, être assez transparent, leur donner des informations, mais au fur et à mesure, donc pas en donner trop au départ, mais justement, si le fonds nous intéresse, en donner un peu plus. Et après, dans la négociation, le gros de la négociation, de toute manière, avec un fonds, sera sur la valorisation principalement. Donc là, c'est un peu la loi de l'offre et de la demande, principalement quand même là-dessus aujourd'hui. Tout dépend du type de société. Si on a une société à modèle économique classique, là, on va avoir des bons vieux ratios de free cash flow, enfin de multiples d'EBITDA, enfin bon, ouais, voilà, sur des modèles économiques peut-être un peu plus innovants, on sera parfois justement sur une valeur de marché. Oui, je voulais juste ajouter, c'est pareil, c'est la même chose que pour les banquiers. Il faut aussi bien calibrer son besoin avant d'aller voir des fonds, expliquer quel est le montant qu'on recherche et quelle est la finalité de cette levée de fonds, que ce soit d'un point de vue financier ou d'un point de vue réseau, comme c'était mentionné, parce que il faut toujours calculer en fait quelle est la part de la société qu'on est prêt à donner. Puisque le pourcentage de dilution que vous allez donner est fonction du montant que vous allez récupérer de ces investisseurs et du montant de la valorisation de la société. Donc, faites plusieurs simulations sur plusieurs valorisations de sociétés et sur le montant que vous souhaitez obtenir pour voir du coup combien de parts du capital cela représenterait et si vous êtes prêt à laisser cette part de capital à des investisseurs étrangers ou pas.
faut également faire assez attention justement à quoi va ressembler la table de capitalisation, donc de la liste des actionnaires de la société, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas trop diluée, c'est-à-dire une table de capitalisation où on a 60 lignes de business angels qui ont chacun mis 20 000 euros en fait, dans la société. Ça peut être bloquant pour des futurs tours de table. Certains peuvent être un peu toxiques aussi. On les appelle après des business devils. donc, voilà, essayez d'avoir peu justement de lignes dans la table de capitalisation dès le départ. Alors, au tout début, souvent, c'est ce qu'on appelle du love money, ça va être famille, amis, gens du secteur qui vont mettre, donc on va avoir quelques lignes, mais sur les tours d'après, essayer de limiter au plus, justement, d'avoir trop de lignes sur la table de capitalisation de la société. Voilà. Ça, c'est un écueil, pour répondre à la question de Jocelyne. Super, en effet, il y a beaucoup de... Enfin, je pense que par votre expérience, Camille et Aymeric, il y a beaucoup de choses à bien anticiper aussi sur ces sujets-là. Je pense qu'on peut aussi rentrer beaucoup plus dans le détail sur ce genre de questions. Donc, mais en tout cas, voilà, j'espère, Jocelyne, que ça vous a éclairé déjà un petit peu sur les 12 et les don'ts à faire pour une entrée de fonds au capital. Ok, je vois le temps qui passe. On a dépassé la durée initiale du webinaire. Ça laisse la porte ouverte à une dernière et ultime question s'il y en a une. C'est l'occasion, on va attendre une petite minute ou deux. Voilà, si quelqu'un se manifeste, a envie de poser une dernière question. On a déjà traité quelques sujets, plus ou moins en profondeur. Mais en tout cas, voilà, sachez que vous avez pu l'entendre, hein, que ce soit pour les banques ou les entrées de fonds, etc., le BFR. Je vois d'un point de vue extérieur souvent l'anticipation et le long terme qui reviennent assez facilement, la transparence. Donc, c'est des principes assez simples, assez basiques, mais qu'il faut bien garder en tête, qu'il faut bien appliquer un petit peu sur tous ces différentes briques en fait, de la gestion de trésorerie. Et en tout cas, nous, on le voit par expérience chez Agicap, chez nos clients qui ont une trésorerie saine, ils ont souvent une utilisation de notre logiciel qu'on arrive à monitorer derrière, qui ressemble énormément à ce qui a été décrit par Camille et Aymeric. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de secret. Il faut être rigoureux, il faut anticiper. Et après, en effet, on est sur de la théorie, plus facile à dire qu'à faire. Mais vous avez en tout cas déjà les plus grandes lignes directrices. Est-ce que Camille ou Aymeric, vous voulez rajouter un dernier petit mot, une maxime peut-être? Une maxime, pas préparée. S'il n'y en a pas, il y en a pas. Ou même un conseil, ou je ne sais pas, quelque chose. Un mot de la fin. Ouais, moi, je voulais juste dire que le pilotage de sa boîte par la trésorerie, c'est assez essentiel et que je recommande que ce soit fait quand même assez régulièrement. Alors moi, chez Germinal et dans toutes mes sociétés d'avant, c'est un pilotage que je fais au quotidien. Après, c'est un peu radical. Je suis DAF, donc j'ai le temps de le faire. C'est mon boulot. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez peut-être pas autant de temps à dégager là-dedans, mais au moins regardez gérer votre trésorerie au moins une fois par semaine, actualiser vos prévisions une fois par semaine, c'est quand même l'idéal pour anticiper les problèmes parce que c'est pas une fois qu'on est face à un souci de trésorerie qu'on pourra le résoudre. Voilà, c'est mon petit conseil. Ne mettez pas trop ce sujet de côté et si vous sentez pas capable de le gérer seul, il y a des outils comme Agicap et puis après il y a des experts. Vous pouvez vous reposer sur des DAF à temps partagé comme Emeric ou sur des experts comptables. Alors, c'est un peu moins leur sujet de prédilection, mais potentiellement, ils peuvent quand même vous aider. Voilà, c'est vraiment un aspect qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut bien toujours garder en tête parce que sans argent, on ne paye pas les salaires, on ne paye pas ses fournisseurs et donc ça ne peut pas fonctionner. Oui, tout à fait. C'est pour compléter ce que dit Camille. Enfin, aujourd'hui, on parle beaucoup de charge mentale. Rien que le fait de poser ses prévisions dans un prévisionnel de trésorerie, même si elles ne sont pas brillantes, au moins on sait à quoi s'attendre, justement, et ça permet un petit peu d'anticiper, tiens, j'avais pas un prélèvement URSSAF, ce genre de choses, enfin, ne pas être surpris, même si c'est des prélèvements trimestriels ou mensuels, et ça enlève pas mal de charge mentale. Donc, à part dans les filiales de grands groupes où là, il y a un système de cash pooling et la trésorerie, elle revient à zéro tous les matins, où là, le DAF a relativement peu de problèmes de trésorerie. Je pense que la plupart des auditeurs, auditrices ici sont plutôt dans des petites structures. On doit gérer le cash et il faut l'anticiper. Voilà. Super, merci beaucoup Camille, merci Aymeric. J'espère que c'était clair pour tout le monde.
Je n'ai pas vu d'ultime question, donc on a visiblement traité les principaux sujets en tout cas. Merci d'avoir participé aussi à ces questions-réponses. Merci d'avoir participé à la Cash Academy pour ceux qui font partie de nos étudiants Cash Academy. Et en mot de la fin, je dirais que voilà, si vous avez besoin de travailler et de revoir un petit peu les méthodes de gestion de trésorerie, n'hésitez pas à vous inscrire à la Cash Academy. On relève beaucoup de ces sujets, plus en profondeur aussi, de manière la plus concrète possible pour vous aider là-dessus. Voilà. Et puis, si jamais il y a Agicap, s'il y a besoin d'automatiser tout ça et d'éliminer cette charge mentale, comme le disait. Pris mon mot. J'en profite. Okay. Voilà. Bon, merci à tous. Merci encore, Aymeric et Camille. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. À bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir.